une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour Camille Picard, tu es doctorante au Laburba, c'est-à-dire l'école doctorale Ville, Transport et Territoire entre l'Université Paris-Est et aussi l'Université de Kyoto au Japon, et ta thèse porte sur la prise en compte du vieillissement de la population dans les politiques de l'habitat au Japon et en France et ses conséquences sur la conception spatiale et fonctionnelle de l'habitat. Rien que ça. On va s'éloigner un peu de l'enjeu du vieillissement d'abord, mais c'est pour mieux y revenir plus tard. Camille, est-ce que tu peux d'abord nous parler de la flexibilité de l'habitat japonais, qui a souvent une modularité bien plus induite finalement qu'en France ? Oui, bonjour Frédéric. Alors effectivement, le logement japonais, je vais parler d'abord du logement entre guillemets traditionnel, même si c'est un terme un peu fourre-tout. Le logement traditionnel japonais a une flexibilité effectivement qui est induite par dès sa construction. D'une part, puisque les tatamis qui composent, en fait, qui articulent les pièces sont d'une certaine mesure et en fait, elles permettent de faire plus ou moins des espaces grands ou petits en fonction des besoins de la maison, de la maisonnée. Et donc, d'une part, il y a le tatami au sol donc, qui permettent cette flexibilité. Et d'autre part, il y a les murs qui sont totalement modulables, qui permettent de s'enlever, de se remettre et qui laissent aussi énormément de flexibilité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi un rapport avec l'extérieur qui est assez différent. Donc ça, c'est l'habitat tel qu'on l'imagine, en tout cas traditionnel en Occident pour le Japon. Mais évidemment, les moyens de construction et la modernisation du pays a fait qu'aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce cas de figure-là, même si évidemment, il reste du bâti encore, entre guillemets, traditionnel. On est passé quand même à des modes de construction énormément basés sur le béton. Et aujourd'hui, cette flexibilité, on pourrait dire qu'elle s'est perdue dans ce sens-là, dans le sens structurel. Néanmoins, on peut observer une sorte de flexibilité par le fait que les bâtiments ont une très courte durée de vie et qu'ils sont en permanence, à peu près tous les 30-40 ans, renouvelés. Donc, cette flexibilité, aujourd'hui, elle est plus tant structurelle, mais elle est au niveau du renouvellement en fait, du bâti. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que voilà, le logement japonais a tendance à se renouveler et à garder une certaine flexibilité par rapport aux évolutions des mœurs et de la culture, etc. Donc voilà, ça c'est pour la partie flexibilité, en tout cas de l'habitat en tant que bâti, en tant que structure solide, matérielle. D'un autre côté, il y a aussi toutes les relations entre les personnes au Japon qui ont été, elles, pas vraiment flexibles, en tout cas pendant de longues années. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, évidemment. Mais là où l'habitat traditionnel permettait donc une grande modularité, flexibilité dans la manière d'occuper le logement, les personnes étaient assignées à des rôles sociaux assez définis, comme la femme qui était censée être à la cuisine, faire les tâches ménagères, etc. Donc, autant il y avait une très grande flexibilité en termes de
de structure au niveau de l'habitat traditionnel, autant les rôles sociaux étaient très, très, très rigides. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est à la fois, en effet, il y a une double, effectivement, cette flexibilité de l'habitat qui n'était pas forcément le cas, historiquement parlant, entre guillemets, hein, des rôles sociaux, mais qui aurait peut-être, elle, tendance à disparaître. Enfin, il y en a une qui disparaît, la flexibilité est peut-être moins le cas dans les habitations, mais il y a une flexibilité sociale plus accrue, disons, on va dire, après-guerre, pour schématiser un peu historiquement. Est-ce que tu peux revenir, en effet, un peu là-dessus sur à la fois cette philosophie dont tu as parlé qui serait une sorte de flexibilité de la structure, on déconstruit, reconstruit, mais on est plutôt dans une philosophie du jetable, du bâti, mais on garde le foncier. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors en fait, le foncier au Japon est plus important que le bâti et les constructions qui sont dessus. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi lié aux constructions entre guillemets encore traditionnelles qui étaient majoritairement en bois et qui étaient souvent sujettes à des incendies, au fait que le Japon a souvent des tremblements de terre, etc. Et les bâtiments étaient souvent démolis. Et ce qui du coup se passait de génération en génération, c'était surtout le terrain, c'était vraiment la terre. Et c'est aujourd'hui ce qui a encore le plus de valeur par rapport au bâti. Et donc, a priori, cette culture en fait s'est perpétuée malgré le fait que maintenant il y a des normes antisismiques, les bâtiments sont beaucoup plus résistants. Cette flexibilité, ce renouvellement du parc bâti est resté, et le foncier est encore aujourd'hui ce qui compte le plus dans la notion de propriété au Japon. Et on va revenir un peu en effet sur les périodes de la vie. On n'a pas encore parlé, mais c'est vraiment le sujet de tes recherches pour le coup. C'est donc avoir un habitat qui s'adapte davantage, ou alors qui se déconstruit, reconstruit facilement, ou du moins plus facilement culturellement. Si c'est pas facile dans les matériaux, c'est au moins culturellement plus ancré, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que ça implique dans les périodes de sa vie de devoir adapter son habitat? Est-ce que finalement un habitat plus adaptatif peut aussi répondre à l'enjeu du vieillissement démographique? Alors, dans le cas du Japon, alors déjà, je trouve que c'est vrai que c'est une question un peu compliquée puisque on vieillit pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes besoins, va avoir peut-être à un moment des besoins particuliers qui vont par la suite se résoudre autrement, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de dire qu'il y aurait une solution unique qui conviendrait à tout le monde. C'est un peu le principe du design universel. C'est d'ailleurs un peu ce que les Japonais utilisent aujourd'hui dans les produits qu'ils proposent. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire qu'il y a une solution qui peut convenir à tout le monde. C'est bien, c'est un idéal, mais c'est rarement le cas. Et donc, c'est vrai que le fait qu'il y a beaucoup de renouvellement dans le bâti au Japon, ça permet une adaptation de la société au vieillissement quand même plus facile. Il y a moins de contraintes comme, par exemple, effectivement, en France, dans les vieux bâtiments parisiens, c'est vraiment compliqué de mettre un ascenseur et d'adapter les logements à des besoins un peu particuliers, ou non d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au Japon, on a moins cette question, ce problème du vieux bâti qu'il faut conserver, et le renouvellement permet vraiment d'adapter, ou en tout cas d'adapter la société, je dirais, et non pas de créer des habitats spécialement pour les personnes âgées, mais en tout cas créer des habitats plus accessibles à l'ensemble de la population. Et ça se voit effectivement dans les nouvelles constructions aujourd'hui. Pour donner un exemple tout bête, au Japon, il y a dans l'entrée, l'entrée est démarquée par une marche pour accéder au reste du logement. Et cette marche, elle est quasiment inexistante maintenant dans les nouveaux bâtiments. Donc, ils démarquent l'entrée par une différenciation des matériaux au sol, mais cette marche a disparu, ou tend à disparaître en tout cas. Donc, c'est ce genre d'adaptation que permet ce renouvellement assez intensif du parc, malgré évidemment toutes les questions environnementales que ça pose à côté, mais ça, c'est un autre sujet. En France, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer des logements totalement flexibles, ou en tout cas d'en parler, parce que en fait, ce qui permettrait de le faire, ce serait vraiment qu'on construise de manière beaucoup plus intensément, et sauf que le parc neuf représente qu'une toute petite partie du parc total des logements en France. Donc, c'est
presque un exemple, c'est presque une rareté. Et de penser que c'est une solution, en tout cas en France, je pense que c'est un petit peu, un petit peu compliqué de dire que ce serait une chose un peu miracle, puisque en fait, la majorité des personnes vivent dans des bâtiments anciens et ceux-là, ils sont pas flexibles, quoi. Donc, il faut vraiment faire avec ce qu'on a actuellement. Et donc, en ça, c'est quand même une grosse différence, je pense, entre les deux pays. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a à la fois ce côté de flexibilité, période de vie, etc. Mais c'est pas que lié au vieillissement. Et en effet, on vieillit pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais en fait, en tout cas, pouvoir adapter certains logements parce qu'on n'est pas sur des bâtiments anciens, finalement, ça permet aussi de rendre ces logements peut-être plus accessibles pour des personnes en situation de handicap, pour des enfants, pour des femmes avec des poussettes, ou des hommes avec des poussettes. Mais voilà, il n'y a pas que cette notion de personnes vieillissantes. Et tu parlais aussi, en effet, de ce rapport au patrimoine, j'ai envie de dire, qui est pas tout à fait le même et qui induit qu'on ne peut pas le modifier de la même façon. Mmh. Et tu as parlé aussi dans tes articles, parce que on a quelques-uns qu'on mettra pour les auditrices et les auditeurs de ce podcast, qu'on mettra dans la barre d'infos. Tu as souligné une sorte de dichotomie entre une injonction sociétale, collective au bien vieillir et des volontés individuelles qui ne sont pas toujours compatibles. Alors, tu parlais du Japon, mais j'imagine que c'est aussi, mine de rien, un peu le cas en France. Oui, très certainement. C'est vrai que pour le coup, c'est plutôt, je me suis plutôt concentrée sur le Japon par rapport à ça, puisque c'est vraiment en étudiant les politiques de l'habitat japonaise que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une forte injonction dans tout ce qui était mis en place par les pouvoirs publics au bien vieillir et à vraiment encourager les personnes âgées à occuper un rôle social, être très actifs dans la société, ce qui leur permettrait, en tout cas c'est comme ça que c'est vendu, de se maintenir en bonne santé, de ne pas s'isoler et de pouvoir continuer tout simplement à vivre, non pas être maintenu, alors on parle pas de maintien à domicile au Japon, mais plus de continuer à vivre dans le quartier dans lequel on a toujours vécu. C'est un peu comme ça qu'ils s'en parlent. Et donc, c'est vrai que sur le principe, c'est plutôt une belle idée de vouloir toujours permettre aux personnes âgées d'avoir cette place dans la société, etc. etc. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément l'idéal dans le sens où on sent bien que c'est une façon aussi pour les pouvoirs publics en fait, de se défaire un peu des problèmes, ou en tout cas des enjeux, pour pas dire problème, mais des enjeux du vieillissement de la population en responsabilisant en fait les individus. Et dans les discours des personnes que j'ai pu rencontrer, alors elles sont toutes très enthousiastes à cette idée-là. Elles parlent tout le temps des personnes âgées japonaises. Donc elles sont elles-mêmes personnes âgées japonaises, mais elles en parlent comme si elles ne l'étaient pas. Donc il y aurait ce groupe un peu qui vit dans la tête des gens, de personnes âgées super dynamiques qui font plein de choses. C'est formidable, c'est vraiment le top du top, c'est leur but. Mais après, elles, quand elles parlent de leur expérience de vie à elles, on sent bien qu'il y a quand même une distanciation qui se met assez fortement. Et en fait, les réalités de la vie quotidienne d'une personne font qu'elles ne peuvent pas forcément répondre à cette injonction des pouvoirs publics et puis des travailleurs aussi sociaux qui vont les encourager à se mettre dans les associations, etc. Et je pousse un peu la caricature pour qu'on comprenne bien, mais ça veut dire que dans un sens, il n'y a pas de maison de retraite où on prend complètement en charge ces personnes âgées et qui pour le coup sont presque infantilisées dans l'autre sens. Il y a des maisons de retraite comme il existe en France, au Japon aussi, mais c'est pas du tout. En fait, la problématique, alors c'est très étrange. C'est très étrange, oui et non. C'est vrai que donc le Japon est confronté à ce vieillissement très intense de la population. Il sort tout un tas de mesures, il y a vraiment une intensification depuis les années 2000. Donc ça fait une vingtaine d'années de toutes les actions qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Néanmoins, la question des personnes âgées qui vont être dans une situation de grande dépendance, elle est finalement peu posée, ou alors elle va être évitée. Et donc, toutes les personnes que j'ai pu interroger, notamment des employés de mairie,
qui s'occupait de mettre en place les mesures liées à l'habitat et au vieillissement, etc., en fait, évacuaient totalement cette question. J'ai même eu des personnes très gênées en fait quand je leur posais la question de savoir qu'est-ce que vous faites en fait des personnes qui ne peuvent pas par contre se maintenir à domicile. Et on sent que c'est une vraie problématique. Et ce qui illustre plutôt bien ça, c'est qu'il y a beaucoup aussi de morts solitaires finalement, malgré cet encouragement de l'État au bien vieillir, à être super actif, à avoir plein de liens dans leur communauté de quartier, etc. Eh bien, il y a beaucoup de personnes âgées au Japon qui décèdent à leur domicile seules. Et le pays a été marqué d'ailleurs par plusieurs reprises avec des affaires de corps qui a été trouvés en fait des semaines plus tard. Voilà. Donc c'est très étrange. Il y a toujours cette façade en fait, et puis la réalité qui contredit, ou en tout cas qui s'accorde pas tout à fait avec ce qui voudrait que le Japon et que la société vieillissante du Japon soit dans l'idéal. Oui, carrément. Il y a une différence entre effectivement le fait de finir par mourir tout seul et pas forcément entouré, et ce côté peut-être un peu pimpant des jeunes vieux qu'on aimerait prendre. Tu as déjà commencé à pas mal l'aborder, mais on peut voir finalement que même en France et au Japon, il y a une sorte d'objectif de favoriser le maintien à domicile pour la France et le maintien dans son quartier ou dans là où on vivait au Japon quand on vieillit. Mais est-ce que tu peux nous parler des différences et éventuellement aussi de ce qui les rapproche en termes d'habitat et de vieillissement, mais plutôt sur le côté en effet institutionnel? Quand tu dis institutionnel, tu parles de... Je l'imagine, je pense à ce que peut faire l'État, les lois qui peuvent être mises en place, ou même des villes notamment, qui peuvent avoir des politiques là-dessus. Alors, je dirais la grosse différence entre les deux pays, c'est qu'au Japon, ils mettent en place souvent leurs lois sont peu coercitives, et c'est surtout des sortes de guides conducteurs pour les collectivités locales, pour que les collectivités locales s'en saisissent et créent en fait des mesures qui correspondraient aux véritables besoins et aux capacités de leur territoire. Donc c'est particulièrement le cas avec ce qu'ils ont mis en place récemment, qui s'appelle le système de soins intégrés communautaires, où c'est vraiment cette idée de créer des communautés de quartier qui s'entraident, et dans lesquelles en fait ça rejoint un peu l'idée de la ville du quart d'heure aussi, dans lequel il y a des commerces de proximité accessibles, des services, toutes sortes de choses qui permettraient donc aux personnes notamment âgées de pouvoir continuer à vivre donc dans leur quartier de vie et être non isolés, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée de base, mais il n'y a pas en fait de réglementation qui suit très stricte et très coercitive pour les collectivités locales pour qu'elles puissent mettre en place un plan très fixe. Donc ça, c'est l'idée globale est donnée par le gouvernement central, et après en fait les collectivités locales, elles font ce qu'elles peuvent avec cette grande idée. Ce qui donne du coup vraiment des mesures assez diverses en fonction de là où on se trouve au Japon. Donc ça, je pense que c'est vraiment la grosse différence entre le Japon et la France. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont un système au Japon assez similaire à celui du GIR, de la grille en France, qui permet de classer, même si c'est pas forcément l'idéal, les personnes entre l'autonomie et la dépendance, et en tout cas entre le niveau de dépendance plus ou moins fort, et qui leur permet donc d'accéder à des aides pour pouvoir se maintenir à domicile, entre autres. Au Japon, ils ont quasiment le même système, avec une assurance de soins de longue durée, qui classe les individus pareil en fonction de leur niveau d'autonomie ou leur niveau de dépendance, et en fonction de ce niveau-là, des aides soit financières, soit matérielles leur sont attribuées. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo de voir que malgré tout, ils ont quand même... il y a une politique qui est quand même très, très similaire de ce point de vue-là, sur la manière dont vont être traitées la dépendance et l'autonomie. Donc, c'est vrai qu'aussi, ce qui est assez étrange par rapport à ça, c'est qu'au Japon, le tabou de l'âge est quand même beaucoup moins fort qu'en France. Et malgré tout, malgré on pourrait dire ouverture peut-être d'esprit à accepter, en tout cas, que les gens vieillissent, ils ont quand même cette classification d'autonomie et dépendance qui est quand même très
dirais qu'il est un peu passé maintenant. Il faudrait quand même voir les choses un peu différemment aujourd'hui. Et voilà, on voit que ces deux sociétés-là vieillissent et malgré tout, on a du mal à sortir de cette dichotomie entre autonomie et dépendance. Oui, c'est assez, marrant, c'est pas le bon terme, mais en effet, il y a un bon contraste entre une société qui est à la fois dans un sens plus flexible, en tout cas, qui a pas les mêmes contraintes en termes d'habitat, mais qui par contre va pas forcément pousser à aller vers, pas pousser vers une dépendance, mais en tout cas va pas vouloir trop réfléchir à cette forme de dépendance, tout en ayant un respect plus intéressant, plus important pour le vieillissement, qui est peut-être associé, je sais pas, à une forme de plus de sagesse que chez nous, ça c'est sûr. Et en même temps, nous, on peut pas, on a beaucoup moins de flexibilité. Enfin, en France, il y a beaucoup moins de flexibilité, et ça nous donne une espèce de non-choix de voir, en fait, d'aller vers une dépendance beaucoup plus accrue très vite, si je comprends bien aussi. Oui, ou en tout cas, je dirais une vision très sanitaire, et ça fait longtemps que c'est dénoncé d'ailleurs en France de ce que peuvent être en fait les vieillesses. C'est pas juste une vieillesse avec une vision très médicalisée, très sanitaire et très gestionnaire en fait de ce que les individus, de ce que la part en tout cas de la population âgée peut être en France. Oui, carrément. Et c'était intéressant aussi cette référence à la ville du quart d'heure, parce que c'est pas du tout vendu comme ça, pour le coup, en France, que ça puisse être aussi un levier pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite de manière générale. C'est plutôt vu en effet comme étant un bienfait écologique sur les mobilités, etc., voire sur le temps qu'ont les gens, mais pas du tout. Il n'y a pas du tout cette mise en valeur de l'autonomie, et je trouve c'est presque dommage en fait. Ce serait un point intéressant à mettre. Oui, effectivement, ouais, j'ai pas fait le lien tout de suite au début, mais en fait, c'est vrai que quand je me suis rendu compte de tout ce qui était idéalisé au Japon, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble énormément à la ville du quart d'heure, et pour eux, en fait, ce serait l'idéal pour que les personnes âgées aussi puissent rester dans leur quartier de vie. C'est d'avoir toute cette proximité et ce lien en fait avec une échelle dans une échelle en tout cas très 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 locale, quoi. Ah, c'est sûr. C'est assez intéressant. Oui, dès qu'on le dit, ça paraît assez logique en fait. Oui, en fait, oui, c'est vrai que tout est assez lié quand même. Enfin, en fait, c'est aussi ça, je trouve, qui manque dans notre façon d'approcher les vieillesses et le vieillissement de la population en France, et je pense aussi au Japon, c'est d'envisager tout ça comme une globalité, et arrêter en fait de toujours tout catégoriser, de tout. Donc d'un côté, il y a par exemple le social, d'un autre côté le médical, et encore d'un autre côté l'habitat. Et en fait, le vieillissement de la population, ça touche tous ces secteurs-là, et on a tendance à trop les séparer. Et ils essayent un petit peu au Japon, ça commence à faire un petit moment qu'ils essayent de décloisonner tout ça. Mais je crois qu'en France, on est encore on sectorise encore drôlement tout ce qui est relatif pourtant à des enjeux similaires. Et il y a aussi autre chose qui, je trouve, est assez important au Japon, dont j'ai pas parlé et qui est pas trop pris en compte, je trouve, en France. C'est tout ce qui est un peu tout ce qui est relations informelles et l'informalité, qui peut être extrêmement importante dans justement des liens avec son quartier, avec la sortie de l'isolement, etc. Et ce que le gouvernement japonais a mis en place justement avec le système de soins intégrés communautaires met quand même un petit peu cette informalité en exergue. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à très vivre par les institutions et à tout institutionnaliser, et peut finalement permettre une certaine liberté qui pourrait donner naissance à des actions informelles qui seraient peut-être bien plus utiles que toujours vouloir rentrer dans des cases. Est-ce que tu as, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, est-ce que tu as quelques exemples de ces relations informelles, comme tu dis? Oui, alors j'ai un exemple au Japon qui, en fait, c'est un exemple, mais qui peut se traduire de manière soit informelle, soit de manière beaucoup plus institutionnalisée. C'est ce qu'ils appellent le mimamori. Donc, c'est tout simplement veiller aux personnes. Une des traductions qu'on pourrait en faire, c'est permettre de veiller aux personnes autour de soi, avoir une attention portée à l'autre.
Et donc, par exemple, ils vont encourager les gens à faire attention tout simplement à leur voisin qui est âgé, en leur disant, par exemple, si vous voyez que ça fait une semaine qu'ils portent exactement les mêmes vêtements, bah, peut-être que ça peut vous donner la puce à l'oreille et aller en fait trouver des services sociaux pour leur dire, bah, écoutez, peut-être que mon voisin, il va pas très bien, il tient des propos un petit peu étranges, il s'est pas changé depuis des jours, ou alors, tiens, j'ai remarqué qu'il a pas ouvert ses volets. Voilà, ces petites choses, en fait, qui sont juste de la bienveillance, en fait, faire attention à l'autre, elles sont pas assez mises en avant, et je trouve que c'est quand même dommage qu'on passe peut-être à côté aussi un peu de tout ça, en essayant de toujours tout catégoriser, en essayant de toujours tout institutionnaliser. Oui, carrément. En fait, institutionnaliser fait aussi, j'imagine, déresponsabilise d'une certaine manière. On laisse la puissance publique, les services faire, et on en oublie de regarder si son voisin va bien, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une bonne réflexion. On n'avait pas forcément pensé à ça, mais en effet, c'est un vrai enjeu, et notamment, j'imagine, pour maintenir aussi les gens dans leur quartier. Vraiment. Exactement. Merci beaucoup, Camille. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil de lecture, de podcast, de film à partager avec nos auditeurs et nos auditrices pour aller plus loin sur le sujet? Alors, j'aurais peut-être un documentaire qui a été fait, alors une sorte de documentaire qui a été fait par Laurent Merlin-Source, qui s'appelle J'y suis, j'y reste, qui commence à être un peu connu, mais pour les gens qui n'ont jamais regardé, c'est vraiment passionnant. Et en lecture, peut-être pour un côté plus japonais, c'est Façon d'habiter au Japon, de Philippe Bonin et Jacques Pezeux-Massabuo. Voilà. C'est, je pense, deux choses très complémentaires, très différentes, mais qui sont très intéressantes toutes les deux. Ça marche pas. De toute façon, on les mettra dans la barre d'infos pour que tout le monde puisse y accéder. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on pourra reprendre aussi cette discussion quand tu auras sorti ta thèse. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur dixit.net.